Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde du colloque Alliance et Communauté. Je m'appelle Marion, je suis co-animatrice du colloque avec Charlotte qui est avec nous aujourd'hui et Pascal également. Puis tout de suite, en fait, je vais laisser la parole à Jean-Michel qui va animer la table ronde. Merci énormément, Marion. Merci à tout le monde d'être présent ici à cette table ronde. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et je ne crois pas que c'est un hasard, ou du moins le hasard fait bien les choses sur le fait que j'anime cette table ronde parce que les réflexions actuelles sur les communautés de fans, c'est pas mal un centre d'attention, je vous dirais, depuis les derniers mois. Je ne sais pas pourquoi les astres s'alignent de cette manière-là, mais je lis énormément de livres de plusieurs sujets qui finissent toujours par, de manière un peu comme une constellation, se focusser sur les communautés. Je terminais hier un livre qui est un peu hors sujet, mais quand même fonctionne énormément sur les communautés de Flat Earthers, Off the Edge. Les deux derniers chapitres sont essentiellement, bon, le dernier est un peu une prescription apocalyptique sur l'état des choses, mais vers la fin, l'autrice Kelly Wilde ouvre un peu sur les réflexions des communautés, aussi marginales qu'elles soient. Et je vais être très honnête, en fait, la majorité des questions que je vais poser aujourd'hui proviennent d'interrogations personnelles. C'est vraiment plein de trucs à force de lecture que je me dis, j'ai tant hâte d'avoir des spécialistes dans une salle pour être capable d'y répondre, puisque je ne me sens pas outillé pour être capable d'y répondre. Mais bon, évidemment, pour une bonne table ronde, j'aimerais faire un tour de présentation pour peut-être amplifier la présentation ou rajouter une petite plus-value agréable et encore pour poser des questions dont les réponses m'intéressent plus particulièrement. J'aimerais savoir, premièrement, votre nom, votre organisme, votre communauté d'appartenance ou la communauté que vous représentez aujourd'hui. Et aussi, ça peut sembler un peu anodin comme question, mais je trouve qu'elle vaut la peine d'être posée après un presque 2 ans d'isolement. Comment se passent vos communautés? Comment est-ce que ça se passe? Comment vont-ils? Comment vont-elles? Donc, je vais commencer avec Mégane Bédard. Oui, mon nom c'est Mégane Bédard. Je suis doctorante au doctorat en sémiologie à l'UQAM. Je me spécialise en recherche sur la culture populaire en compagnie de Jean-Michel depuis près 10 dernières années. Donc, on a travaillé souvent ensemble, surtout dans Pop en stock. La communauté que je représente aujourd'hui, c'est sûr que je suis un peu à cheval entre les deux parce que j'ai construit mes communautés et mes fandoms à partir de l'université. Donc, peut-être les communautés ACAFAN ou qui sont un peu à cheval entre les deux. Donc, autant fans de textes théoriques sur le sujet que des œuvres elles-mêmes. C'est sûr que je suis pas tellement active dans les fandoms en ligne, donc je suis pas. Mais j'ai mes petits fandoms personnels, donc mes communautés d'amis aussi très rapprochées. Je pense que c'est ça aussi qui m'intéresse dans les études sur les communautés de fans, c'est d'essayer de repenser la recherche d'une manière un peu plus intime, donc dans l'immédiat, dans nos communautés très rapprochées. Puis mon fandom dans lequel je m'investis le plus depuis les dernières années, 3-4 dernières années, ce serait fandom de Critical Role, donc une partie de Donjons et Dragons en ligne, là. Donc, je pense que c'est un fandom qui bat son plein depuis, surtout pendant la pandémie, là. Donc, les parties de Donjons et Dragons ont comme un peu repris vigueur, surtout à partir des plateformes en ligne. Donc, je pense que ça va bien, mais ça reste à voir aussi, parce que les communautés grandissantes amènent aussi des conflits. Très bien dit. Merci. Merci énormément. On va les aborder, ces conflits-là, évidemment. Jeanne A. Débat, bonjour. Bonjour. Alors, on dit Debat. Ah, Debat, pardon. À la fin. Mais non, mais je vous en prie, tout le monde le fait, celui-là. J'ai beau gueuler partout. Ouais, je suis Jeanne Debat. Qu'est-ce que tu voulais? Redis-moi la question parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis. OK, c'est très bien. Mais en fait, je voulais savoir quelle communauté, puisque c'est l'axe de la conversation aujourd'hui, quelle communauté représentez-vous, ou à quelle communauté? Parce qu'on le sait que dans une existence, on peut appartenir à plusieurs communautés, mais pour les bienfaits de cette rencontre, vous provenez ou vous appartenez, vous êtes plus active dans quelle communauté dernièrement, et comment se porte cette communauté-là suite à la pandémie et l'isolation, pardon? Alors, je dirais que j'appartiens, mais je ne représente certainement pas
la communauté du fandom de science-fiction français. Okay. Et à l'intérieur de ce fandom, j'appartiens à la communauté de micro-fandoms qui sont plutôt centrés sur des préoccupations féministes ou LGBT. Même si je n'en suis pas du tout, alors là pour le coup très loin d'être un porte-parole, parce que disons que je suis d'une génération où on a été extrêmement poussé dehors du mouvement LGBT, mon propre état d'être. Donc, je le regardais avec sympathie, mais de loin. Et je suis restée là-dessus, sur la sympathie lointaine et l'aide à la représentation, mais voilà. Donc, je suis queer, mais une queer pas dans le mouvement queer. Voilà. Tout en soutenant. Le fandom de SF français se porte plutôt de façon un peu chaotique depuis 2-3 ans, on va dire. S'affrontent comme partout ailleurs une conception, comment dire, alors, ils prétendent opposer un universalisme délirant à un communautarisme qui serait celui des femmes, des personnes homosexuelles, des personnes trans, etc., qui seraient, eux, en train d'exclure tout le monde, alors que c'est en fait l'inverse qui se passe, de facto. Il y a donc ces tendances-là qui sont en tension dessus. Accessoirement, nous avons eu 2 ou 3 scandales sur lesquels je ne reviendrai pas personnellement, mais des scandales d'ordre sexuel, de harcèlement sexuel, qui ont fait que le festival dont je m'occupe, s'est immédiatement doté d'une charte inclusive des gens et exclusive des comportements désagréables, ce qui a fait parler beaucoup. Voilà, nous sommes une communauté un peu remuante en ce moment et on a, je pense, les mêmes remous que, par exemple, d'une façon plus large, le fandom américain entre les rabides là et enfin, les leftistes et les alt-right. Sauf que chez nous, quand même, les leftistes restent quand même en nombre supérieur. Donc, c'est le cas aussi aux États-Unis, mais ils sont plus vachards, leurs droitistes, on va dire. Les nôtres sont malgré tout en une grosse minorité, même s'ils ont parfois un beau potentiel de nuisance, il faut quand même le reconnaître. Et c'est pas Célia qui va me contredire sur le sujet. Alors, je reste très floue sur le sujet parce que malgré tout, je représente un festival. Quand je parle pas seulement pour moi, mais on entend aussi la voix du festival que je représente. Et je n'ai absolument pas envie de mettre mon festival dans ce... comment dire, dans ce marais. Voilà. Mon festival est inclusif, il accueille tout le monde, même les réacs. Et pourtant, Dieu sait, des fois. Voilà. On a fait une petite exception pour les nazis quand même. Hein. Voilà. Voilà. Mais on s'en tire là. Voilà. Merci énormément. En fait, merci pour votre réponse parce que j'ai très peu connaissance des dynamiques de fandom en France. Donc, ça rassure et ça contextualise aussi de savoir qu'on a à peu près les mêmes débats malgré la distance géographique, les mêmes débats, les mêmes problématiques, les mêmes situations. Là. Merci énormément. Oui, pardon. À ce stade des opérations, je regrette beaucoup une controverse qui a eu lieu il y a 15 ans, où on se battait pour savoir s'il fallait mettre de la métaphysique ou pas dans la science-fiction. C'était quand même cool à l'époque. Oui, je la regrette. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on s'ennuie de l'époque où est-ce que les gens se demandaient est-ce que Captain Kirk serait mieux avec Spock ou avec McCoy. Ça... Voilà. Ouf, oui. Je passe la parole à Célia avec les mêmes questions. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est bon, vous m'entendez. Donc moi, je suis Célia et je suis président et coordinateur donc, du très jeune festival Fantastic Queer.
et de l'association qui en découle. Et en fait, dont le but, en fait, est de mettre en avant les représentations LGBTQI+, dans la littérature de l'imaginaire en France et tout ce qui est traduit en France. Et alors, nous, par un vue du fandom et par rapport au Covid, pour revenir à la première question, c'est drôle et pas drôle à la fois. C'est-à-dire que nous, le festival est né avec le Covid. Donc, du coup, notre premier festival, la première occurrence, a eu lieu entre 2 confinements en France au mois de septembre avec 20 personnes. Donc, vraiment quelque chose de très, très local pour pouvoir s'adapter aux lois, aux réglementations sanitaires. Et la deuxième occurrence qu'on a faite, c'était en juin 2021 et qui a été donc complètement en ligne, virtuellement. Du coup, ça s'est bien passé. On a suivi en fait les organisations qui ont été faites, notamment chez Nice Fiction, qui a mis aussi rapidement en place un festival en ligne qui a ses avantages, puisqu'en fait, du coup, on a pu inviter plus de monde en rémunérant tout le monde, donc ce qui est toujours assez sympa, puisque les frais baissent un petit peu. Mais effectivement, on a eu ce manque de contact, sachant que le contact communautaire physique est très important, à mon sens, dans les communautés qui subissent des discriminations, et notamment la communauté LGBT. Et je ne peux pas vous dire à quel point, quand nous sommes retournés dans un festival ami, qui sont les Imaginales au mois d'octobre, la décharge d'hormones de bien-être qui a eu lieu, qu'on ait pu tous se revoir, c'était vraiment, vraiment formidable. Et par rapport au fandom, en fait, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien? Je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Jeanne. Je rejoins beaucoup de choses de ce qu'elle a pu dire. Nous, par rapport à Fantastic Queer, en fait, on est politiquement très, très, très marqué. Du coup, il y a beaucoup de gens qu'on n'acceptera pas, mais ce sont aussi des gens en fait qui ne nous voient pas et de toute façon ne voudraient pas venir. Donc, en fait, le choix est assez vite fait. Il faut savoir que quand on a lancé Fantastic Queer, on a eu quelques commentaires. Alors, très peu de gens, mais des gens qui ont de la nuisance, comme disait Jeanne aussi tout à l'heure. Et on nous a accusés de vouloir détruire carrément l'imaginaire français. C'est donner beaucoup de pouvoir à 3 personnes, donc merci. Voilà, donc je ne sais pas si je pouvais rajouter d'autres choses sur la question, ou si on pourra revenir dessus après. On reviendra certainement. Ouais. Je vais donner un peu de temps aux gens dans l'audience de digérer la destruction unilatérale de l'imaginaire français. Avec 3 personnes. Oui, tout d'un coup, je suis très intimidé par tout ce qui se passe ici. Les enjeux. Donc, oui, je passerai à Pascal Rowe, si vous voulez vous présenter. Donc bonjour, mon nom est Pascal Rowe et comme mon accent ne l'indique pas, je vis au Québec. Je dirais pas que je représente quoi que ce soit, mais je fais partie du milieu de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy québécoise. Est-ce que le milieu va bien? C'est dur à dire parce que depuis 2 ans, on n'a pas eu de festival, de congrès en personne. On a eu à l'occasion un salon du livre ou 2 qui se sont glissés entre les périodes d'annulation de salons et autres. Ce que je sais, c'est que ça nous manque terriblement parce que les amateurs d'imaginaire sont, j'allais dire, par essence, ont l'instinct grégaire. On aime beaucoup, beaucoup se retrouver entre nous. On aime beaucoup, beaucoup ce genre d'émulation parce que dans le milieu de l'imaginaire québécois, comme en France, j'imagine aussi, il y a beaucoup donc d'écrivains et d'écrivaines et d'auteuristes. Et c'est un métier extrêmement solitaire. On fait que les congrès, les festivals, les salons, c'est vraiment un des moments où on s'extériorise et enfin, on retrouve nos pairs.
sur place. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en ligne quand même depuis 2 ans, qui ont permis de se retrouver, dont des événements qui ont été organisés par une des organisatrices de ce colloque, Pascale Laplante-Dubé, aussi par Mathieu Lozon-Dixot, par d'autres personnes qui sont en coulisses, mais qui sont très, très, très actifs et actives dans le milieu. Fait que il y a, par exemple, le colloque fait partie, Mathieu Lozon-Dixot dit « Hello des coulisses ». Il y a toute une programmation d'imaginaire au Festival Métropolis Bleu là, qui s'en vient en fin de semaine. Je pense que c'est une des premières activités en personne autour de l'imaginaire qu'on va avoir. Donc, c'est très excitant. Moi, je vais y être et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes du milieu qui vont y être. Ma deuxième communauté personnelle, et j'allais dire de façon très privée, mais en fait non, parce que l'imaginaire est aussi par essence queer dans mon idée. Ce sont des littératures qui ont permis depuis très longtemps et avant beaucoup d'autres littératures qui se vantent d'être les premières à avoir fait ça, mais non, c'est que les littératures de l'imaginaire ont toujours permis une réflexion sur les genres, une réflexion sur l'égalité, une réflexion sur le féminisme, etc. Donc, je fais partie de la communauté trans de Québec, parce qu'il y a aussi plusieurs communautés. Donc, j'imagine intrinsèquement, ça en fait partie. C'est quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup. Donc, je suis écrivain, je suis traducteur, c'est mon métier principal. Disons que c'est celui qui me fait vivre. Et je suis aussi directeur littéraire et co-rédacteur de la revue Solaris. Et donc, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Je pense que je suis arrivé, mon premier congrès en 2005. J'ai commencé à faire la critique dans Solaris en 2003 ou 2004. Donc, depuis 18 ans, j'ai quand même vu le milieu un petit peu évoluer. Et il s'est ouvert beaucoup sur... il y avait déjà des auteurs et des autrices et des autrices queer dans le milieu, mais il y en a de plus en plus et de plus en plus de l'avant. Et il y a de plus en plus aussi d'inclusion au niveau, j'allais dire, des origines ethniques. Mais là encore, au Québec, on est un peu en retard. Le milieu est quand même très, très blanc. Et ça, c'est quelque chose dont il faut s'apercevoir, mais on travaille fort pour que ce soit plus inclusif encore à ce niveau-là. Et je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Ce sont mes communautés personnelles. Non, mais merci énormément pour toutes vos réponses. En fait, vous avez répondu un peu en accord avec mon instinct. C'est juste que au-delà du fait, je crois qu'il y a une importance de la communication. Il y a une importance aussi de ne pas accepter les idées reçues comme ça. L'idée qui, pour moi, est la plus importante, c'est que les gens ont hâte de se revoir. On a vraiment... Ça, c'est un sentiment qui est partagé. Mais ça présuppose une question quand même intéressante par rapport aux communautés. J'aimerais savoir un peu vos impressions sur comment est-ce que ces communautés-là se forment et aussi vos impressions sur pourquoi est-ce que ces communautés-là existent. C'est quoi leur utilité? Célia? Alors, moi, je vais partir de l'anecdotique. C'est qu'en fait, je suis dans le fandom SFFF depuis 2004. Ça commence à dater. Et j'ai travaillé en tant que bénévole dans un centre LGBT chez moi à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Et un jour, on m'a dit, voilà, tu t'occupes de la médiathèque, est-ce que tu veux pas organiser un truc, un salon, ce que tu veux, une action? Je dis, bah, écoutez, ouais, on a un petit peu de budget, j'aimerais faire un petit salon du livre avec des copains et des potes auteurs et autrices queer LGBT. On va en inviter 4-5, on va se faire un petit week-end à Strasbourg dans notre centre, et on a une petite salle, c'est bien. Et ça ne devait être en fait qu'un événement particulier où on accueillerait une 50aine de personnes dans la petite cafette queer. Et en fait, la réponse qu'il y a eu à ça, on a fait des appels à bénévoles. J'ai 10 personnes qui sont arrivées qui voulaient aider. Et parmi elles, il y en a une qui est aujourd'hui secrétaire de l'association,
qui fait d'ailleurs un travail immense sur son blog. C'est Eva de Cervès qui fait un travail immense sur les narrations queer. Et en fait, je me suis rendu compte que cet événement local strasbourgeois de nos petites communautés a agrégé des personnes qui n'étaient pas de Strasbourg, qui n'étaient pas forcément militantes queer, mais en étant queer elles-mêmes. Et du coup, voilà, ça s'est agrégé naturellement et sans vraiment qu'on le veuille. Et en 3 ans, voilà, maintenant on a une association et pour moi, la communauté part d'un besoin. Et d'un besoin qu'on n'était peut-être pas sûr d'en avoir vraiment besoin en fait à la base, mais en fait il est là, il arrive presque naturellement. Ouais, c'est l'argument champ des rêves, comme on dit. Si vous le construisez, ils viendront. C'est ça. Excusez, petite référence au baseball, c'était d'obligation pour mes fandoms personnels. Mais c'est très intéressant ça de ne pas construire pour un objectif spécifique et d'en voir un émerger peut-être plus naturellement. Est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé? C'est totalement ce qui s'est passé. Hein. Ah ouais. Et puis avec le Covid, on s'est dit, allez, donc c'était annulé. Du coup, on s'est dit, on va quand même le refaire. Mais du coup, on l'a fait en ligne. Du coup, on a invité plus de monde. Et on a invité des libraires, des éditeurs, des auteurs qu'on n'aurait jamais pu inviter parce qu'ils habitent à l'autre bout de la France. On a eu Sabrina Calvo, on a eu Cordélia, on a eu Licam, on a eu Louvain. Enfin, non, on n'a pas eu, malheureusement, on n'a pas pu avoir Louvain. Pardon, on l'aura en 2023. Donc, on a eu des gens qu'on n'aurait jamais pu avoir et ils sont là et ils reviendront en 2023 avec d'autres auteurs. Et voilà, c'est assez formidable, en fait. Et dans votre cas, vous mentionnez le fait que le FestiQueer était le FantastiQueer, pardon, était en ligne. Donc, est-ce que vous croyez que ça a été bénéfique pour vous d'être capable de partir de manière décentralisée, d'allier une communauté et maintenant peut-être ça va changer les choses peut-être pour la première disons version? Que je pense que ça a vraiment changé les choses parce que faire venir des gens pour un festival de niche, parce qu'on sait que la littérature queer, c'est une littérature de niche, les faire venir à Strasbourg, donc qui est vraiment pas forcément connu pour ses festivals du livre, en plein mois de juin, pendant le mois des fiertés, pour un premier festival avec 5 auteurs que la communauté queer ne connaît pas forcément, mais qui sont connus de la communauté de l'imaginaire, mais une communauté qui n'est pas forcément à l'aise avec le milieu queer. Enfin, on mélangeait plein de trucs, donc on s'attendait à 50 personnes qui viennent localement. Et là, on a eu des pointes, je crois qu'on a la table ronde sur la littérature et l'autisme qui a eu plus d'une centaine d'auditeurs. Et pour nous, c'était complètement c'était inattendu. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Bravo, ça semble extrêmement surtout intéressant. se diffuser, voilà. C'était très bien d'ailleurs. Pascal, vous vouliez répondre? J'aimerais aller dans le sens de Célia. C'est sûr que depuis 2 ans, on n'a pas pu se voir en personne, mais comme le virtuel s'est installé partout, ça a aussi apporté effectivement beaucoup de choses très intéressantes. Ça permet d'avoir des personnes à l'autre bout de l'océan sur différents fuseaux horaires. Ça ne peut que ouvrir, et puis j'imagine que même quand cette pandémie sera enfin terminée un jour, peut-être, on va continuer à avoir des activités virtuelles qui vont nous permettre de nous ouvrir sur l'autre et vraiment sur d'autres pays, sur d'autres cultures, en plus d'avoir nos activités en personne. Je pense que c'est un bienfait qu'il va falloir garder. Et il faut vraiment penser au fait que ça nous permet toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas faire, nous non plus, par exemple au Congrès boréal, à Montréal, ou à Québec, ou à Mont-Laurier, ou à Chicoutimi, avoir des personnes qui viennent de Strasbourg, comme Célia, c'est dur, c'est un petit peu dur à faire, disons. Mais donc je pense que ça apporte aussi beaucoup de possibilités, puis même des personnes qui ont des impossibilités pour se déplacer, des personnes en situation de handicap, des personnes
ou trop timide pour aller vraiment dans des gros groupes. Je pense que c'est aussi ça. Il y a une certaine inclusivité là-dedans. En tout cas, c'est un petit peu mon impression. Oui, oui, Jean, très intéressant, merci. Je voudrais répondre à quelque chose qui n'a pas l'air évident pour tout le monde là. C'est qu'en fait, Célia et moi, on vit dans un monde, une France, qui est en apparence décovidée. C'est-à-dire que notre président de la République a fait sauter pratiquement toutes les restrictions liées au Covid-19. Plus personne ne porte de masque nulle part, pratiquement, sauf dans les hôpitaux et les transports en commun. Les festivals ne sont pas du tout poussés à imposer les mesures sanitaires pourtant nécessaires toujours lorsqu'on se retrouve avec quand même, je ne sais plus, Célia me le dira peut-être, on est quand même encore à 80 000 ou 50 000 contaminations par jour, même si ça décroît. Donc nous, là, aux Utopiales, on regarde arriver octobre, et d'ailleurs, on regarde arriver la semaine prochaine où on organise une journée scolaire avec inquiétude parce qu'on peut certes recommander le port du masque, ce qu'on a fait à nos participants dans notre communication avec les classes, etc., mais on ne peut pas y obliger. Et bon, tous ces détails-là d'organisation mis à part, ça veut dire que pour nous, le Covid est presque fini, en fait, en France, et on s'est déjà revu dans des événements. D'ailleurs, non seulement on s'est déjà revu, mais en plus, on s'est déjà revu et refilé le Covid. Le retour du festival d'Angoulême était une catastrophe. Ils sont tous tombés comme des mouches. Ah ouais. Ah ouais. C'était, on voyait les copains qui disent « Ah, je suis un peu frénévreux. Ah mince, j'ai le Covid. » Voilà, ça c'est maintenant ce dont je parle là. Hein. Alors, il y a un festival récent, Ouest Hurlant, qui a pris les précautions nécessaires et qui a pu le faire, qui a pris la mesure du truc et qui a incité au test PCR, au port du masque pendant le festival, etc. etc. Mais c'est de son propre chef, en fait. On n'est pas aidé par les autorités pour ça. Or, on se retrouve dans une... Alors là, je parle en tant que directrice de festival. On se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, notre désir de protéger nos invités d'abord et notre public ensuite. Et on n'a pas les outils légaux pour le faire, en bref. On n'a que l'autorisation de dire « Ouais, ça serait bien si vous étiez vacciné avec le masque, vous laviez les mains, etc. etc. » Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut juste recommander. Et donc, notre communauté là, elle n'en est pas. Elle n'est pas dans un truc de on ne s'est pas vu depuis longtemps parce qu'on s'est revu. OK. Voilà. En plus, comme Célia, comme Nice Fiction, il y a eu beaucoup de virtuels qui a été organisé entre-temps. Les Utopiales ont eu leur dernière séance en complet, en présentiel. Quoi. On a eu un vrai festival en octobre. Les Imaginales aussi. Notre fandom à nous, il est passé à autre chose, se friter la gueule sur des questions politiques. Voilà. Ah, mais c'est très intéressant parce que c'est des communautés de l'imaginaire qui, et là vous me corrigerez si je me trompe ou si je vais trop loin avec mes idées, mais c'est des communautés de l'imaginaire qui se rencontrent et qui s'assemblent pour partager des intérêts communs, pour partager des visions, des livres, de se rencontrer, faire un partage des idées, et qui, en conséquence, à cause du climat actuel, doivent aussi prendre en considération un autre type de communauté, celle de la communauté politique, celle de la communauté médicale. Donc, est-ce que ça fragmente davantage la communauté d'avoir ces impératifs politiques, ces impératifs médicaux rajoutés à l'idée de la rencontre? Comme j'ai dit, excuse-moi Pascal, si tu voulais prendre la parole d'abord. Non, en fait, c'est que je voulais juste faire un commentaire, c'est que vu du Québec, le milieu de la SF en France, c'est vraiment pas reposant. Ici, okay. En fait, on est vraiment très tranquille. Hein, quand je vois comment ça prend position de manière vraiment extrême, j'ai l'impression que j'allais dire la communauté d'imaginaire au Québec, où les communautés sont beaucoup moins politisées, en fait.
Il y a évidemment des dissensions, il y a évidemment séparatisme, fédéralisme, etc. Mais ça ne rentre pas tellement en ligne de compte dans les congrès. On n'en parle pas tellement. Fait que c'est quelque part, dès qu'il se passe quelque chose, puis là je dis ça en rigolant, mais je sais que c'est pas drôle, dès qu'il se passe quelque chose dans le milieu SF français, puis que ça prend des proportions énormes, nous les Québécois, on prend notre bol de popcorn, puis on regarde. Parce qu'on se demande, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, ah, ok, machin, puis bon, je sais que c'est pas rigolo à vivre parce que Non. si j'ai quitté la France il y a 21 ans, c'est pour une bonne raison. C'est que j'aime pas beaucoup l'ambiance sociale française de toute façon. Je suis parti entre autres pour ça. Mais disons qu'il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose où on se dit, ah mon Dieu, ils sont encore en train de s'engueuler. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Voilà. Ben, merci beaucoup pour la nuance, parce que je ne la connais pas aussi bien que Jeanne et Célia, ce climat-là ou cette ambiance-là. Donc, je vous laisse la parole parce que tout d'un coup, Pascal m'a rendu très intéressé par rapport à ce qui se passe de votre côté. Je pense que dans les très grosses structures, les tensions doivent se sentir plus que dans les petites. Moi, je vous avoue, les fandoms et les festivals que je fréquente, ou dont j'entends parler parce que je n'ai pas les moyens d'y aller, ce sont des festivals qui sont de taille petite ou très moyenne et qui ont déjà des positionnements politiques à gauche, voire très, très à gauche. Du coup, les personnes avec lesquelles je pourrais être moi-même, en tant qu'individu, en tension, ou qui pourraient être en tension avec le projet de Fantastic Queer, je ne les fréquente pas. Donc, de temps en temps, je les vois passer sur les réseaux sociaux et ça m'énerve. De temps en temps, je vois les conséquences de leurs actes ou de leur prise de position, ou de leur non-prise de position dans certains festivals, mais j'ai pas trop envie de m'étaler sur le dernier scandale très fatigant qu'il y a lieu depuis ce matin par rapport à un festival, par rapport aux Imaginales. Voilà, donc en fait, d'un point de vue, de notre point de vue, on ne se fréquente pas, nous sommes en froid, voilà, pour dire de façon très aristocratique. Eva, avec laquelle je travaille, dit que de toute façon, on a tellement d'énergie à dépenser dans nos propres vies identitaires, politiques et tout ça, qu'on n'a pas l'énergie d'aller en plus casser du bois sur les autres parce que franchement, ça en vaut pas la peine. Voilà. Moi, je voulais juste dire un truc un peu essentialiste. En France, on a quand même une espèce de culture du conflit dont il sortirait peut-être des choses bonnes et d'autres pas. On va très facilement dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est quelque chose qui se pratique pas toujours dans d'autres pays. Au Québec, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup plus dans la consensualité et l'essayer de dégager des axes communs. Le fandom français a tendance à se tarter le nez dès qu'il peut sur tous les sujets possibles, de préférence en braillant et en claquant les portes. Il y a aussi une forme de mode de fonctionnement qui parfois est ridicule et plutôt rigolo, d'autres fois beaucoup moins, parce que à force d'agiter la marmite, il y a des vraies choses qui ressortent et sur lesquelles on ne peut pas se taire, ni ne pas prendre position. Moi non plus, je ne commenterai pas ce qui se passe aux Imaginales, parce que là, pour le coup, c'est en face de chez moi et ce serait du conflit d'intérêts absolu. Et il est hors de question que je me retrouve dans ce genre à titre professionnel, dans ce genre de conflit-là. Aucun problème avec ça. Le conflit d'intérêts, j'ai horreur de ça. C'est quelque chose qui est peu mis en avant. Souvent en France, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Mais moi, je le vois très, très bien. Et donc, voilà, je ne commenterai pas ce qui se passe en ce moment. Là, pour le coup, l'éthique veut que je n'en parle pas. Ah non, il n'y a pas de problème. En fait, je trouve ça quand même intéressant parce que, évidemment, en fait, Célia, vous avez quand même parlé de quelques notions constructives, si pas positives, autour de ces idées de conflit-là. Récemment, un des livres que je lisais, en fait, pour ne pas le nommer, le Fan Studies Primer de Paul Booth et Rebecca Williams. En fait, dedans, il y a un excellent article qui s'intitule, c'est le premier en ouverture, What Does
fan studies feel like? Donc, c'est quoi le sentiment des fan studies? Et dedans, les trois autrices soulignent le travail de Sarah Ahmed qui dit qu'aux États-Unis, on a tendance à occulter le négatif autour des fan studies, qu'on a tendance à tout ce qui se passe en fandom, il y a, on le sait tous et toutes, qu'il y a des choses négatives, qu'il y a des frictions qui existent dans la communauté, mais que du bord des États-Unis, on a tendance à peut-être les ignorer ou les tasser. Et que la thèse de cet article-là, c'est qu'il faut embrasser l'entièreté de l'expérience. Et là, ce que vous décrivez comme portrait, c'est une façon un peu d'embrasser l'entièreté de l'expérience. Mais je vois que Megan a quelque chose à dire sur la chose. Alors, je t'ai rien dit dans notre discours. C'est sûr que je ne suis pas dans l'organisation non plus d'événements, mais que pour aller dans le sens de Pascal, on n'aime pas beaucoup la chicane au Québec, mais ça fait en sorte aussi souvent qu'on préserve le consensus au profit du statu quo. Donc, peut-être que des conflits, justement, comme ça, qui peuvent justement faire ressortir des sentiments très négatifs ou des conflits dont on ne veut pas non plus dépenser notre énergie dans ces conflits-là, peuvent, au final, peut-être mettre de l'avant des discussions ou des enjeux qu'on tient souvent à terre. Et malheureusement, ça va souvent au profit de nos identités queer en général. Donc, ce qui fait qu'on finit par s'ostraciser dans nos petites communautés plutôt que d'essayer de montrer justement à peut-être des plus grandes communautés ou des communautés plus élargies que nos existences valent la peine d'être inclus là-dedans ou que ces espaces-là devraient justement se transformer pour inclure plus de monde au lieu d'exclure ou de nier ou de créer justement ces conflits-là qui fait que on ne se sent pas en sécurité dans des espaces comme ça, malheureusement. Pour répondre aussi à la question d'avant, donc je n'ai pas eu l'occasion non plus de m'exprimer là-dessus, en vous écoutant, il venait aussi en tête les motivations peut-être pour créer ces communautés-là. Ça me faisait penser à une notion qui a attiré justement beaucoup de personnes des communautés LGBTQ à Donjons Dragons, c'est l'espèce de notion de famille trouvée, là, donc de found family, on se rejoint entre nous autour dans un monde de fantasy pour une quête quelconque, mais dans la réalité, dans nos communautés à nous, c'est aussi autour d'objets qui nous font rêver, qui nous permettent justement de nous exprimer, d'être entièrement nous dans ces communautés-là et d'être avec des gens qui sont comme nous aussi, qui veulent juste un endroit où ils peuvent s'exprimer plus librement ou plus authentiquement, si on peut dire. Donc, ce serait un peu là-dedans de faire peut-être que le conflit au final. C'est sûr qu'au Québec, on est le peuple de la Révolution tranquille, donc on essaie d'amener ces idées-là graduellement pour leur donner plus de visibilité, mais ça au dépend aussi peut-être d'une révolution des mentalités qui est plus lente. Là. Je ne sais pas si vous avez des choses à répondre à ça. Mais... Je suis d'accord avec Megan. Effectivement, souvent, on aime moins le conflit au Québec. Ça ne veut pas dire que le conflit n'existe pas. Il existe. Il y a des groupes bien distincts dans l'imaginaire québécois. Il y a des inimités, il y a des affinités. C'est juste que j'ai l'impression simplement que ces désaccords, ces conflits sont plus souterrains, se passent moins au grand jour, et puis les discussions se passent. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses qui mijotent aussi pour essayer de rendre la communauté d'imaginaire plus inclusive dans tous les sens de l'inclusivité, mais c'est moins fait de manière à... on se bat en public, qu'on essaie de faire des choses sur la longueur pour que les choses changent par l'exemple. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, il y a des événements comme le colloque aujourd'hui, qui est un colloque féministe au cœur de l'imaginaire, qui est un bon exemple. C'est on discute, on organise un colloque, enfin pas moi, hein. Les organisatrices ont organisé ce colloque, ont invité des personnes à parler, et c'est une façon de dire on en discute là maintenant par l'exemple de ce qu'on est en train de faire. Il est en train de se passer quelque chose et ça montre au public, aux personnes qui peut-être pensaient que ça n'existait pas au Québec, cette réflexion sur le féminisme, sur l'inclusivité au cœur de l'imaginaire, sur les communautés, etc., montre que ça existe et que les personnes qui se sentaient peut-être pas
validés de faire partie de cette communauté se sentent aujourd'hui, voient qu'il y a des portes ouvertes et qu'on est juste en train de les attendre. C'est bienvenu, venez. C'est un exemple, en fait. C'est vraiment le changement par la création d'événements. Et ça ne veut pas dire que par en arrière, on n'est pas en train de se friter. On est en train de se friter, certaines personnes, c'est évident. C'est juste que, effectivement, malgré mes origines françaises, je suis plus du côté, j'aime pas, j'ai l'impression de perdre mon temps quand je suis en train de m'engueuler dans le vide, plutôt que de me dire, voilà, faisons le travail au quotidien, sur du long terme, ça va finir par changer parce qu'on est en train de travailler. Et je sais très bien que c'est ce qui se passe en France aussi. Le festival Fantastic Queer, qui, à ma grande horreur, a été tellement décrié d'une manière épouvantable. C'est comme, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je veux dire, vous voulez pas aller à un festival queer? Allez-y pas, puis foutez-nous la paix. J'aurais été en France, je serais allé là. J'étais vraiment content que ça existe. Mais c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup il y a ce travail de fond qui est fait par les personnes qui sont des piliers de l'imaginaire en France, qui travaillent fort pour cette inclusivité, pour ce féminisme, etc. Et c'est juste qu'en prime, la France nous offre le spectacle des engueulades en public. C'est ça. Oui, Célia. Oui, j'aimerais juste revenir sur ce travail du positif, de s'intéresser aux choses qui se passent. Et en fait, là non plus, on n'est même plus obligé d'aller vraiment les chercher ou de les construire. C'est que Fantastic Queer fait une veille des sorties mensuelles en France de tous les livres d'imaginaire qui comportent de la représentation LGBTQI+. Et depuis le mois de décembre, on est obligé de faire 2 posts par mois parce qu'on a une vingtaine de sorties tous les mois qu'on arrive à checker. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui passent à l'as parce que on n'a pas le temps de tout lire. Alors, dans ces 20 sorties, il y a de la bande dessinée, il y a du manga, il y a de la romance, donc il y a des trucs qui sont plus ou moins, voilà, mais qui font toujours du plaisir à lire quand même. Et dedans, il y a aussi de la SF, de la fantasy, des trucs qui vont un peu plus loin. On a notamment le travail en commun de Subtil Béton, qui est un travail qui a été mené sur 17 ans par des communautés féministes pour construire des utopies queer et qui vient de sortir là. Et on se dit, et tous les mois, c'est pareil, en fait. À part peut-être vaguement au mois d'août où il n'y a plus trop de sorties, ou au mois de novembre parce que les éditeurs attendent Noël pour sortir leur roman. Mais autrement, mais c'est plein. Et du coup, même nous, quand on fait ce travail-là, on se dit, ah ouais, mais non, en fait, ça fonctionne, quoi. Ça marche, ça marche. Je crois que Jeanne voulait intervenir. Mégane aussi, elle avait quelque chose juste avant. Oui, juste pour dire un truc sur ce que vient de dire Oui, Célia. oui. Alors, le Subtil Béton, c'est l'ouvrage. Et les autrices, c'est les agglomérés ES, enfin, avec des points médians. Je le dis parce que, comme ça, vous savez, vous pouvez vous jeter dessus. C'est un excellent travail. Moi, j'ai été très séduite. Et d'ailleurs, les agglomérés viennent aux Utopias. Voilà. C'est tout. Non, mais merci beaucoup, parce qu'effectivement, ça va peaufiner la recherche. Oui. Mégane? Allonger la bibliographie. Oui, c'est ça. Pour revenir aussi sur l'espèce de tendance à parler juste du positif, je pense qu'il y a une responsabilité aussi qu'il y a eu dans la recherche, surtout parce que je suis d'avis que dans le milieu de la création, c'est important justement de célébrer ces choses-là parce qu'il faut les mettre de l'avant nécessairement. Mais le travail de la recherche, puis pour des colloques comme aujourd'hui, c'est aussi de faire la critique de peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux aussi. Puis à force de faire de la recherche justement qui célèbre ces communautés-là sans nécessairement aller justement dans qu'est-ce qui pourrait être mieux, on crée des angles morts où on ne voit pas peut-être des conflits au sens où je pense que les fandoms depuis plusieurs années, depuis le début de la recherche sur les fandoms, a beaucoup célébré justement les communautés LGBTQ, les femmes, justement, on voit beaucoup dans ces communautés-là, mais ce dont on parle pas beaucoup, c'est les questions de race. Donc, les fandoms sont très, très blancs. On étudie les fandoms comme des fandoms très blancs. Puis c'est aussi dans le Fan Study Primer, il y a un texte de Rukmini Pandey, qui parle de la blancheur dans la recherche, au sens où on la considère comme la position neutre. Là. Donc, on ne la mentionne pas parce que c'est le défaut. C'est le par défaut, les fandoms sont blancs. Mais
ce qu'elle nous propose, c'est de penser justement à la blancheur comme une identité racialisée, donc comme toutes les autres, là, de les mettre sur un même pied d'égalité au niveau de la recherche. Puis c'est aussi notre responsabilité en tant que personnes qui font de la recherche là-dessus, mais aussi qui diffusent cette recherche-là autant avec des essais, avec des colloques comme ça, des enregistrements ou même du balado, de mettre de l'avant ces questions-là ou ces critiques-là, puis de les rendre accessibles pour que tout le monde puisse participer à la discussion. Autant du point de vue de la création, je pense que c'est important de souligner ces nouveautés-là, puis toutes ces publications-là qui sortent comme ça, je trouve ça merveilleux, puis tant mieux s'il y en a de plus en plus. Là. Je pense que c'est gagnant pour toute notre société ou toutes les sociétés qui peuvent accéder à ces ouvrages-là. Mais c'est important aussi de parler des choses peut-être qui pourraient nous rendre plus mal à l'aise ou qui nous concernent plus directement. Là. Donc, de parler des mauvais côtés du fandom aussi, autant des réacs ou des droitistes qui décident de vouloir s'exprimer parce que vous ne pas, même si c'est des communautés qui sont minoritaires dans les fandoms, ils parlent très fort, puis ils viennent un peu... Vous avez parlé de potentiel de nuisance, là, donc c'est assez considérable. Puis je pense que même si on ne veut pas non plus les antagoniser puis s'engueuler en public avec eux, il faut quand même commencer à adresser ces parties-là parce que ça fait partie malheureusement des fandoms plus largement. Mégane, je pense que tu viens de mettre à nu un peu mon plan pour la table ronde. C'est que je savais inévitablement qu'on se retrouverait à parler du négatif et du positif parce qu'on parle de communautés. Puis il y a des communautés qui sont constructives, il y a des communautés qui sont destructives, ça fait partie de la nature humaine. Mais je me disais que si on devait construire une table ronde idéale, il fallait se débarrasser du négatif rapidement pour quitter sur une belle note. C'est plus agréable que l'inverse. De dire, il y a des... Non, c'est juste que tu l'as exposé. Moi, je me sentais très, très habile dans mes trucs. Et, bon, peut-être qu'on se connaît trop bien, tu connais toute ma boîte à outils. Mais pour comme laisser place au positif, parce que c'est évidemment, vous l'avez tous et toutes très, très bien souligné, on est dans le constructif, on est dans le développement. Est-ce que vous avez, de par chacune de vos communautés, des exemples, bon, évidemment, on vient d'en entendre une, des exemples de projets ou d'événements qui existent à cause de la communauté, qui n'auraient pas plu, à la fois à cause du labeur, de la main-d'œuvre et tout, mais aussi à cause du partage des idées, des trucs qui n'existent que par la rencontre d'esprit. Est-ce que vous avez des exemples de ça dans vos communautés personnelles? Alors, de mon côté, il y en a deux qui sont les objets de deux rencontres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'abord, Fantastic Queer a un petit partenariat avec les éditions ActuSF. Et donc, nous avons fait un énorme communication sur la sortie du merveilleux ouvrage d'Aidan Thomas et Cemetery Boys qui vient de sortir en France, qui est absolument magnifique. Et je suis vraiment très contente qu'on ait pu mettre en avant ce young adulte-là, parce que le young adulte n'a pas forcément bonne presse. Et en plus, il est aussi très, très blanc. Donc, ça nous est vraiment plaisir de pouvoir parler de cet ouvrage-là. Et la deuxième, alors là, c'est plus local sur Strasbourg, c'est que je suis en lien avec une libraire de quartier et nous allons recevoir et faire de la pub pour la venue de Chris Bergeron le 1er juin à Strasbourg. Donc, on est aussi très, très contents pour pouvoir parler de Valide. Donc voilà, c'est vraiment des petites touches comme ça, mais qui ne seraient jamais arrivées si on ne parlait pas ensemble, en fait, tout simplement. Ah, c'est super, ça. Jeanne, oui? Les Utopiales dont je m'occupe est un événement par essence généraliste, au sens dans le courant, dans le fandom de SF, donc il va effectivement faire tout son possible pour adapter sa programmation de façon à ouvrir l'éventail un maximum. Ce qui est sûr, c'est que malgré, je suis directrice artistique du festival depuis 2016, je ne suis toujours pas parvenue à la parité homme-femme dans le festival. Et ce n'est pas faute de vouloir, c'est que je ne trouve pas les femmes. Parce que, alors, elles sont moins évitées, pour commencer. Ensuite, elles sont plus sollicitées, donc certaines me disent non. Donc, dans le meilleur des cas, je suis parvenue à 39% de présence féminine au festival, dans le meilleur des cas, en comptant tout le monde, c'est-à-dire aussi bien
les autrices que les scientifiques. Ça, c'est ma première réflexion. La seconde réflexion, c'est que pareil, en 2016, lorsque j'ai pris le manteau des épaules de Hugo, plutôt qu'il me l'a déposé sur mes épaules, et que j'ai fait comme ça, oh mon Dieu. L'autre question, c'était faire en sorte que le fandom soit un peu moins blanc. Hein, voilà. Et là, c'est pareil, il y a 7 ou 8 auteurs et autrices en France qui ont pu trouver le chemin de l'entrée du fandom. Et je ne dis pas que c'est parce qu'on n'a pas les talents, sûrement on les a, mais ils n'osent pas venir. Hein, par exemple, on a Roche, celui de Tes mains en roman. Redis-moi, Célia, son prénom. Michael, voilà. Michael Rock, qui vient de sortir un roman fabuleux chez La Volte, avec une langue extraordinaire et un propos qui l'est autant. Voilà, et il y a Katie Stewart, et il y a Clémence Lawson, et il y a... et voilà, et je pense pas à tout le monde, là, je suis désolée, hein, parce que j'ai plus ma tête à moi, et que je ne rêve que d'un truc, c'est faire la sieste, là. Mais... ça doit être le bout du monde. Il y a Karim Berouka. Ça va être le bout du monde si on arrive à faire de main d'homme dans les auteurs non blancs, Aliette de Baudard, non blancs qui viennent qu'on peut faire venir au festival, qui ont réussi à rentrer, quoi. Et alors, c'est pas tellement... je pense pas que le milieu de la SF française soit consciemment excluant des non blancs. C'est simplement qu'ils parlent tellement fort que personne n'a envie de courir leur voie et d'essayer, quoi. Je pense que c'est pas tellement raciste chez nous. Ça l'est, mais pas tant que ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils écrasent tout le monde en ayant un avis sur tout. Léon Voice, par exemple, ça passe pas, hein, dans le fandom français. Enfin, il y a des gens qui se battent pour que Léon Voice ait le droit à la parole, hein, évidemment. J'en fais partie. Je ne doute pas que Célia ait eu des positions sur le sujet. Mais parce qu'on se connaît un peu quand même si je n'ai pas lu le dire, hein, mais a priori, je parierais. Donc, mais il y a des gens qui montent au créneau avec le bouclier en disant, voilà, je n'ai pas le droit de parler de tout, comme d'habitude. Hein. Mais pourquoi tu viens parler de ce que tu ne connais pas, en fait, hein. L'esclavage, tu n'es pas esclave, femme, tu n'es pas femme, homo, tu ne l'es pas. Alors, laisse-nous parler, bordel. Et tu n'es surtout pas noir. Et surtout pas arabe. Et puis alors en ce moment, être arabe en France, c'est un peu l'horreur. Hein. Donc, bon, eh ben, notre milieu n'accueille pas en prenant la place. C'est ça. Parce qu'en fait, on a une espèce de sentiment universaliste où en fait, les couleurs et le genre n'existent pas. C'est extrêmement malsain, en fait, du coup, parce que tout le monde peut parler de tout. Et... donc moi, j'ai fait mon coming out trans il n'y a pas très longtemps et maintenant, je lis des bouquins on voice trans et on le ressent, la différence. Quand je parle de Cemetery Boys, je vois la différence par rapport à un bouquin qui serait écrit par quelqu'un qui n'est pas trans. Et c'était pareil pour d'autres, pour Felix Ever After, qui n'est pas d'imaginaire, mais que j'ai lu et je me suis pris en pleine tronche. Pourtant, je ne suis pas racisée, mais l'expérience trans, je l'ai vécue, mais au plus profond de moi, quoi. Et quelqu'un qui voudrait juste cocher un bingo en disant voilà, j'ai écrit mon livre trans, mais en fait non, si tu es très doué, ça marchera peut-être, mais il va manquer, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et en France, on a tendance à se dire que tout le monde peut écrire tout le monde, comme le génie écrivain est du génie qui vient comme ça naturellement et qu'on n'est pas obligé de bosser dessus, quoi. J'ai un long soupir. Pascal, pour votre part, au Québec, est-ce qu'il y a une initiative qui existe ou qui est soutenue par la communauté? Je ne sais pas exactement si je peux parler parce que je ne suis pas au courant de tout, évidemment. Je ne sais pas exactement qui est à l'origine de certaines choses, comment ça s'est passé, est-ce que c'est le résultat d'une discussion entre les gens? Mais il se passe des choses.
Bon, par exemple, il y a une librairie qui a ouvert pendant la pandémie, la librairie Saga, qui a été ouverte par Mathieu Lozon-Dixot et son conjoint Ilia, et qui est une librairie non seulement qui est spécialisée en imaginaire, qui essaye de réconcilier les deux grandes solitudes franco et anglo. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est très important au Canada. Les communautés ne se connaissent pas, les communautés ne se parlent pas. Et la librairie essaie de concilier, c'est une librairie bilingue, non seulement elle essaie de concilier ces deux communautés, mais organise énormément d'événements, fait un très gros travail d'inclusivité LGBTQIA+, fait un très gros travail d'inclusivité au niveau des origines ethniques des autoristes. Il y a un énorme travail en fait d'ouverture et de désir de communauté. Et ça, c'est vraiment un sujet qui revient énormément dans les discussions privées et publiques. C'est ce désir de renforcer la communauté, c'est ce désir d'avoir une communauté vraiment beaucoup plus inclusive. Ça, c'est un travail de fond. Et puis, j'aimerais aussi parler, par exemple, d'une collection d'imaginaire qui s'est créée récemment dans ce même désir d'inclusivité, de féminisme et aussi de représentation plus positive de l'avenir. C'est la collection VLB Imaginaire, qui est une collection de Hope Punk, essentiellement. Le Hope Punk, c'est pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le futur est merveilleux, il y a des petites fleurs et des vaches qui courent partout dans les champs. Non, on peut très bien avoir une post-apocalypse, mais avec un désir. En fait, le Hope Punk, c'est les gens réfléchissent à comment on pourrait faire mieux le futur, comment les communautés peuvent s'organiser. Il y a un désir de faire mieux. De voir une espèce, on est loin des dystopies où tout est moche, tout est pourri, personne ne cède, etc. C'est quelque chose, j'en ai marre de lire ça. Et le Hope-Punk, non seulement est aussi très très queer, parce que très souvent, en fait, en Hope-Punk, c'est que, ou plutôt très souvent dans les dystopies qu'on voit partout, la question LGBT est complètement évacuée, ça n'existe même pas. Alors que dans le Hope-Punk, très souvent, il y a aussi cette réflexion par rapport au genre, à l'identité, aux communautés diverses et variées. Et ça, c'est important de souligner justement ce qui se crée. C'est sûr qu'il y a aussi il y a des choses qui durent sur du long terme. Bon, là, je vais un peu parler pour ma paroisse, mais bon, la revue Solaris existe depuis 1974. Au début, c'était que des bénévoles. Il y a 20 ans, elle a été reprise par une maison d'édition à lire. Là encore, il y a des gens il y a des employés, mais il y a aussi des gens bénévoles ou plus ou moins bénévoles. Il y a du travail, il y a un désir. Ça aussi, ça fait partie des communautés, les revues de création littéraire. Ça, c'est vraiment quelque chose autour desquels les gens s'agglomèrent, gravitent et les communautés se créent. Et c'est sûr que moi, ma transition et mon coming out date d'il y a 5 ans. C'est très récent. Je suis un bébé queer. Et c'est évident qu'avec ma position dans Solaris, je veux que ce soit encore plus inclusif et que les gens le sachent. De toute façon, on publiait déjà des textes inclusifs. De toute manière, pour moi, l'imaginaire se doit d'être inclusif, sinon c'est juste des frustrés d'extrême droite qui s'expriment et qui pourraient s'exprimer ailleurs et n'importe où sur les forums. C'est les mêmes. Mais je suis en train de me mélanger un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on reçoive plus de textes queer, j'aimerais qu'on reçoive plus de textes d'auteuristes non blancs et non blanches. Mais pour ça, il faut que les gens le sachent. Il faut que les autoristes sachent qu'on est ouvert, qu'il y a une place. Et ça passe seulement aussi par l'exemple, par les activités, par les événements. Et toutes ces personnes qui, en coulisses, comme je le disais au début, travaillent très très fort pour ça, ne sont jamais mises de l'avant, mais travaillent fort et ne travaillent pas pour elles. Ça aussi, c'est important dans les communautés, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour les communautés, qui travaillent pour l'ensemble des communautés, qui ne travaillent pas juste pour elles-mêmes et ce qu'elles peuvent retirer de ce travail. Et c'est la différence entre les communautés qui fonctionnent et les communautés qui fonctionnent moins. C'est que les personnes qui travaillent fort le font pour tout le monde. Et je vais laisser la parole à Megan.
Ben, c'est très bien dit. Oui, Mégane, du côté des acaphanes, comment ça se passe? Ben, j'ai rien à rajouter, là. C'est vraiment complet ce que vous avez dit sur le sujet, là, mais c'est le même principe, là, c'est de montrer que justement, pas juste de dire ah, mais regardez, on est inclusif, puis d'attendre que les gens viennent à nous, mais aussi de créer ces ponts-là, un peu comme Mathieu l'a indiqué dans le commentaire dans le chat, là. Donc, à Librairie Saga, je veux dire, il mentionnait il faut bâtir des ponts, pas des murs. Donc, il faut vraiment aussi, c'est le travail de construction de ces ponts-là, d'aller vers ces communautés-là qu'on veut inclure dans notre communauté. C'est pas juste de dire non, mais on accepte tout le monde puis d'attendre qu'ils viennent à nous, là. Malheureusement, il faut faire le travail. Puis c'est notre responsabilité aussi en tant que justement de personnes qui veulent construire des communautés. C'est notre responsabilité de faire ces ponts-là. Oui. Je veux remercier absolument tout le monde qui était présent, aussi Jeanne Debatz, Célia Deana et Pascal Roux et Mégane Bédard. Non, mais merci absolument à tout le monde. Merci énormément à l'organisation. Merci au colloque et tout. Merci aussi à toi, Jean-Michel, pour l'animation. Ça a vraiment été une discussion vraiment intéressante, vraiment nuancée, complexe.